Ben, merci beaucoup, et puis merci beaucoup de m'accueillir ici. Enfin, je suis Rochelet, vous m'accueillez chez moi, mais dans un coin où je viens pas souvent. Hein, je suis très heureux surtout de participer à cette journée TabKit. Alors, si je suis assez loin de tout le monde, et on m'autorise à enlever le masque? Ouais. Surtout que je parle vite et des fois on lit sur mes lèvres, c'est mieux, ça peut aider. Voilà. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. J'avais échangé avec Alicia Desvignes, et puis bon, elle m'a convaincu. Puis il y a quelques limougeaux là, Catherine Chevalier. Je ne pouvais pas ne pas être là. C'est des gens qui m'ont appris en partie les dictos, donc je ne pouvais pas ne pas être présent. Et je suis très heureux d'être là, de participer de manière brève, mais de participer à votre réunion. Je suis très heureux. Et merci beaucoup en tout cas à tous. Du coup, moi, je vais essayer d'apporter. Alors, je crois qu'on a 3 quarts d'heure ensemble. Donc si vous êtes d'accord avec moi, une demi-heure de topo, je dois avoir 16-17 diapos, une petite demi-heure de topo, 25 minutes de topo, et puis 20 minutes d'échange. Parce que vous allez voir que je pose plus de questions que j'apporte de réponses. Donc, mais ça c'est toujours comme ça. Ce qui est important, c'est les questions, c'est pas les réponses. Hein. Donc voilà. Et je vais essayer d'apporter un petit peu donc le point de vue du psychiatre addictologue. Alors, je vais sincèrement, je vais commencer je suis désolé, presque très basique, mais vous allez voir, c'est où est-ce que je veux en venir. Donc, je vais faire des rappels vraiment, voilà. Mais j'aime beaucoup explorer un petit peu nos motivations à l'usage, les nôtres, celles de nos patients, et je vais partir vraiment sur ce côté-là, sur la motivation à l'usage, et en partant vraiment presque de manière, je dirais, anthropologique, hein, en partant vraiment, voilà, sur au bout du compte, qu'est-ce qui nous motive sur nos comportements, alors, comportements primaires, hein, pour vivre déjà, tout ce qui nous maintient en tant que mammifère être humain à la vie, donc tout ce qui nous motive pour continuer à vivre, et puis donc de la motivation à nos comportements physiologiques, jusque au dérèglement motivationnel, et puis jusqu'à ce qu'on entre dans le trouble addictif avec, bien sûr, vous le savez, accumulation de dommages, craving irrépressible, etc. Donc moi, en tant que psychiatre, c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur ça. Alors, vous voyez, mon intervention, elle sera autant, je dirais, presque sociologique que neurosciences, et surtout, j'espère, conviviale. Alors voilà, on reprend des choses de base que vous savez tous, hein, les plaisirs naturels. Alors on pourrait dire, par exemple, que la nature nous récompense par une sensation agréable lorsque nous effectuons des actions qui nous permettent de continuer à vivre. Et c'est un système physiologique compensé, régulé. La nourriture, manger, boire, la vie intime, le sport aussi, l'accomplissement intellectuel, tout ça, ce sont des choses, vous le savez, qui vont entraîner dans le circuit de la récompense une activation de ce circuit médié par la dopamine, et donc c'est les plaisirs qui permettent de continuer à vivre. Voilà, je prends un exemple. Si on partait tous courir, là, il fait chaud en plus, faire 10 km, on va avoir très chaud et on va revenir, on va être tous très motivés pour boire, en principe pas d'alcool, mais plutôt 1 litre d'eau. Hein, c'est un système physiologique qui fait que, eh bien, quand j'ai la bouche sèche, que je suis déshydraté, mon cerveau se souvient que de boire une grande quantité d'eau, c'est super agréable, et c'est vraiment ça qui va me motiver à le faire. Sinon, je mourrais. Alors on peut être un peu darwinien et de dire que effectivement, ceux qui dans l'évolution n'ont pas eu ces systèmes de récompense pour rester en vie sont morts. Et donc se sont pas reproduits, si on est purement darwinien, et donc ça s'est interrompu. Donc nous sommes l'héritage de tout ça, d'un système motivationnel, physiologique, mais avec malheureusement quelques spécificités. Vous le savez, l'animal sait, l'homme sait qu'il sait, et eh bien parfois je peux aussi décider maintenant, alors que j'ai pas soif, de boire 1 litre d'eau cul sec. J'en ai pas besoin, mais je peux décider de le faire. Ça sera contre la physiologie de mon corps, ça sera pas bénéfique pour ma santé, juste parce que mon préfrontal hyper développé par rapport aux autres mammifères, pas par rapport à mes congénères, eh bien, va me dire, tiens, tu vas faire ça. Je suis une pression sociale ou autre chose, ou je suis adolescent, je vais faire un défi, etc. Alors que mon corps n'en a pas besoin du tout. Donc il y a ce système physiologique primaire, donc et on a les récompenses primaires à ces stimuli, et qui nous permettent de continuer à vivre. Les plaisirs artificiels, eh bien effectivement, ce système-là, c'est vachement sympa de l'activer. Hein. Qu'est-ce qui motive à expérimenter les substances psychoactives? En un, c'est l'effet agréable. Hein. Faut pas se tromper. Hein. C'est vachement sympa de boire une bonne bière. Moi, je suis ancien fumeur. 15 ans de tabac, ça fait 20 ans que je fume plus, mais c'est sympa de fumer. Hein. C'est anxiolytique, etc. C'est très agréable de fumer. Faut pas se mentir. La première est pas bonne, mais les autres, c'est terrible. Et donc, tabac, alcool, substances psychoactives, jeux pathologiques, troubles alimentaires aussi, la jouissance de la restriction de la puissance du cerveau sur le corps. Hein. Et bien tout ça, en fait. La voie finale commune de cette motivation, eh bien, c'est d'agir aussi et de déclencher à volonté, sur commande. J'ai décidé, tiens, mais je vais, hop, un petit coup de micro-récompense, je vais m'activer ce système-là, et c'est vachement agréable. Alors c'est un peu masturbatoire, hein, mais effectivement, et après tout, il n'y a pas d'approche morale, mais qu'est-ce qu'on a en fait? Eh bien, on va avoir
via les substances psychoactives, un piratage pour le plaisir immédiat de ce système physiologique de la récompense qui ne sera pas inhibé, qui va être activé, et en plus, vous le savez comme notre cerveau est très plastique, plus ça va tourner, et ça va s'activer de plus en plus, et c'est très compliqué d'arrêter. Et donc on a ce piratage, j'effectue des actions dont mon corps n'a pas besoin, mais en tout cas, mon cerveau, il trouve ça très très agréable de le faire et de le répéter. Et donc, on a des récompenses secondaires aux stimuli associés aux récompenses primaires. Et donc, ce côté un petit peu adaptatif du système de la récompense. Alors, je vous ai mis j'ai pas mis de tabac pour pas faire de pub, des glaces, l'argent, d'autres choses encore, voilà. Mais je veux pas faire de publicité pour l'industrie du tabac, donc j'ai pas mis de gens qui fumaient. Je préfère éviter les rappels indicés. Voilà. Donc on est dans ce système-là, cet embrasement, cet emballement du système de récompense, avec les substances psychoactives, vous le savez, ça va très très vite. Vous savez mieux que moi que quand on fume une cigarette, c'est 6 à 9 secondes pour que ça arrive au cerveau, alors que si je me fais un shoot d'héroïne, ça sera 1 minute 30. Et vous savez que par exemple, si je stifle la cocaïne, c'est comme si c'est IV, donc c'est 1 minute 30 environ, alors que la cocaïne base, chasser le dragon, c'est pareil, c'est la voie inhalée, et donc c'est 6 à 9 secondes, c'est pareil, et cet effet flash, vous savez, et un facteur d'addiction en lien avec l'impulsivité, avec l'intensité de l'effet et le fait que je vais commencer plus jeune à expérimenter les substances psychoactives. Et donc ce circuit de la récompense, eh bien effectivement, il va interagir avec d'autres systèmes, le système des émotions, l'amygdale, la perception hédonique de la récompense attendue. Je me souviens quand je sortais des partiels à la fac de médecine, on sortait, il y avait une nuage de fumée autour de l'amphi, tous on était stressés, et l'action anxiolytique de la cigarette permettait d'éviter à notre cerveau de faire l'effort de gérer nos émotions en aiguisant nos ressources psychologiques. On va déléguer à la substance psychoactive le fait de s'autoriser une pause sans parvenir à le faire par ses propres outils psychologiques. Et puis l'apprentissage, bien sûr, circuit de mémoire, j'ai marqué le circuit de Papez, l'hippocampe globalement, bien ce système-là, avant d'être motivé pour mettre en place un comportement qui entraîne une récompense, il faut que j'ai le souvenir de l'effet agréable de cette récompense, bien évidemment. Si j'ai le souvenir que c'est très agréable, je vais peut-être le faire. Si j'ai le souvenir que c'est douloureux, je vais pas le faire, je vais me taper sur le doigt avec un marteau. Je vais le faire une fois, j'ai la possibilité de le refaire, mais je sais que c'est pas agréable, je vais pas le refaire. Ça va éteindre le phénomène. Les conséquences négatives dommageables sont perçues immédiatement, et donc j'ai pas envie, hormis pour des raisons psychologiques particulières, mais bon, je participe pas à ce genre de soirée, mais effectivement, je vais pas être motivé pour reproduire ce comportement. Et puis bien sûr, la motivation, un système qui va entraîner la volonté avec le craving, et vous savez, principalement dans le striatum ventral, c'est là où va se déclencher la volonté, l'initiation et l'engagement dans le mouvement, dans l'action, pour obtenir cette fameuse récompense attendue. Alors le tabac, vous le savez, mais mieux que moi, mais je repars des choses de base, pour aller où je veux aller, eh bien, le fait de fumer, effectivement, concentre toutes les caractéristiques principales des critères d'addictogénicité. Eh bien effectivement, l'industrie du tabac est très puissante, ils ont beaucoup plus d'argent que nous, ils sont très puissants pour motiver les jeunes à initier rapidement l'usage. On en parlait ce matin au congrès sur l'alcool, au CPNLF. Il y a un pic sérique excessivement rapide, je vous l'ai dit, 6 à 9 secondes, l'effet flash, cet effet flash, cette réponse assez intense, c'est assez actif, et surtout, pas de conséquences dommageables immédiates perçues, physiquement, pour éteindre le phénomène. Je vous disais, si je me tape sur les doigts avec un marteau, rapidement, tu vas avoir mal, je vais pas le faire 3 fois. Voilà. Est-ce que là, j'ai immédiatement, dans l'immédiateté, tous les effets bénéfiques, entre guillemets, je dirais tous les effets agréables, hédoniques, puissants, et les effets négatifs, ils seront perçus bien plus tard, malheureusement, même si, heureusement, et donc l'addiction n'est pas que de la neuroscience, dans l'environnement social, il y a la prévention, l'information, etc. Et on peut pas dire qu'on n'est pas informé que le tabac c'est pas bon du tout pour la santé, au sens large, etc., etc. Donc effectivement, le tabac, il concentre toutes ces choses-là pour nous faire rentrer, pour habituer notre circuit de la récompense à tourner très très vite, très très fort, et ce que ça prenne une part très importante, je dirais, dans mon écologie psychologique, et que j'ai souvent très présent à l'esprit cette envie de consommer. C'est une affaire qui marche bien. Donc là, de petits schémas habituels qu'on retrouve toujours, bien sûr, vous savez, VTA, c'est l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, et puis bien sûr, tout ce système-là
sous le contrôle cortical plus ou moins actif qui va permettre d'inhiber ou de renforcer la motivation au comportement, et avec une médiation dopaminergique. Et vous savez que un bon nombre de recherches sont toujours en cours pour trouver des voies d'abord plus ou moins efficaces sans trop d'effets secondaires pour limiter cet embrasement, cet emballement excessif du circuit de la récompense à médiation dopaminergique. Et donc on cherche plein de techniques, et plusieurs médicaments sont sortis, je ferai pas de pub, je dirai pas de nom, mais plusieurs molécules bien sûr sont sorties, sont toujours en recherche, encore d'autres, pour trouver des stratégies pour que cet emballement ne se fasse pas, qu'il puisse y avoir pour d'autres comportements un one shot et après plus l'envie de recommencer. Mais en tout cas, ce qu'il y a, vous savez, dans l'addiction, il y a cette perte de contrôle. Je me dis, tiens, tu vas arrêter de fumer à tel moment où tu vas fumer que 2 cigarettes dans la soirée. Si je suis sur un processus progressif d'évolution vers la volonté d'arrêt, je fume une clope, j'en fume 2, puis on me dit, ah Patrick, tiens, fume, et puis tac, et puis à la fin j'en ai fumé 10. Alors que j'avais choisi à ce moment-là de ne pas en fumer 10. On peut faire pareil pour l'alcool. Je vais à une soirée, je veux pas consommer trop, c'est un anniversaire. J'ai un copain, il sera vexé si je viens pas. J'y vais, mais je boirai que 2 verres. Et puis en fait, j'en bois 2, et puis au bout d'un moment, hop, tac, il est 3, et puis je bois 10 verres, et je m'alcoolise, alors que je n'avais pas prévu de le faire à ce moment-là. C'est vraiment, faut pas qu'on oublie cette notion avec le craving, le viol des valeurs. Mes patients, je leur dis, vous avez des valeurs. Et on a tous des valeurs. Mais le craving est excessivement puissant. Vous le savez aussi bien que moi. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire quand on est fumeur et qu'on n'a pas de cigarette pour aller trouver du tabac. Je parle de moi, il ne faut pas parler de soi, mais c'est l'exemple que je connais le mieux. Je me souviens quand j'étais étudiant en médecine que je fumais, je me suis vu, après des soirées d'étudiants, on se couche à 4h du matin, après avoir fumé un paquet et des poussières, je me suis vu le dimanche matin faire, à Limoges, il n'y avait pas trop de bureaux de tabac vers le matin, je me suis vu faire 20-30 km, en étant encore, faut pas l'enregistrer, mais bon, légèrement alcoolisé, pour acheter du tabac. Ma valeur, moi je conduis jamais alcoolisé. Mais c'est terrible. Est-ce que j'aurais fait pour embrasser une fille? Je suis pas sûr. Comme quoi, mon craving au tabac a violé mes valeurs de respect des normes sociales, a été plus puissant que ça, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas choisi de faire à ce moment-là, mais c'était tellement fort à mon esprit que j'ai été le faire. Et c'est là, c'est terrible, cette perte de contrôle. Et ça, c'est ça qui... Mes patients, je leur explique. Ça viole les valeurs. Et donc, je vais vous aider à peut-être travailler pour pouvoir avoir le respect, pour vous aider à tenir des actions qui sont dans le respect de vos valeurs profondes. Et ça, les valeurs, c'est quelque chose de pérenne. La motivation, elle fluctue, mais les valeurs sont pérennes. C'est un bon levier pour se raccrocher à ça. Voilà, bref. Ensuite, donc vous le savez, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'intensité de l'euphorie, c'est tout cela, ça va sous-tendre toutes les stratégies de substitution pour limiter effectivement le craving et trouver des stratégies pour progressivement faire que le manque et la décharge de nicotine ne soient pas trop intenses à mon esprit, et pour que ça me permette effectivement d'y penser le moins possible. Donc on verra, j'ai une petite diapo sur la gradation des comme si. Ça, c'est le modèle de Nora Volkoff que vous connaissez. C'est juste pour rappeler quand même que l'addictologie, l'addiction, c'est un dérèglement du cerveau. Ce n'est pas que quelque chose de social. C'est un dérèglement du cerveau. Et donc, le cerveau du patient non addict n'est pas conçu, ne fonctionne pas comme celui du patient qui est addicté. On voit celui qui est addict, l'importance de la science de la récompense attendue. J'ai fumé une cigarette il y a 10 minutes. Ça m'a fait plaisir, j'ai senti du plaisir. Je m'en souviens, je revois un copain qui fume, je sors dehors, je fais une pause, je me suis concentré, je fais une pause, tiens, je vais fumer une cigarette pour valider la pause, pour ratifier le fait que je fais une pause. Je m'en souviens, et j'ai fumé il n'y a pas longtemps, ça m'a détendu de fumer. Après c'est un leurre, ça m'a détendu sur le coup, mais je serais plus angoissé après, mais c'est un autre débat. Bien effectivement, la science est très importante, et donc il faut vraiment comprendre que celui qui est addicté, son cerveau ne fonctionne plus comme celui qui n'est pas addicté, et il perd en partie, sans le dédouaner, mais il perd en partie cette capacité cérébrale, neurobiologique, à mettre en place son système d'inactivation du craving, et donc à bloquer cette pulsion d'aller chercher la substance psychoactive, malgré le fait qu'il savait que c'était pas bon pour sa santé et pour lui. Donc il faut vraiment comprendre ça, et ça nous permet, nous, accompagnants, tabacos, soignants au sens large, éducateurs, etc., ça nous permet, nous, de limiter les approches morales et de rester sur une compréhension, sur une empathie, qui n'est pas la sympathie, mais sur une empathie, essayer d'intégrer les schémas psychologiques du patient pour l'accompagner dans son cheminement intellectuel. Ça, c'est important. Alors, on va avancer sur, effectivement, je dirais, c'est peut-être sur le thème qu'on m'a proposé, c'est peut-être la partie centrale. C'est la gateway théorie, alors la théorie des drogues passerelles ou des passerelles, etc. Et je dirais c'est effectivement le centre de la question
qui va se poser à nous, et moi en tant que psychiatre, c'est le centre de ce qui m'intéresse. Alors comme toujours, quand une question est posée, il y a les militants, oui c'est que ça, il y a les militants de l'autre bord, pas du tout, c'est des conneries, c'est social. Bon voilà, la question n'est pas de trancher dans un débat, voilà, n'est pas dans la dualité, la question est de s'interroger, de réfléchir, et de voir surtout, au bout du compte, quels sont nos leviers d'action pour aider nos patients. Parce que l'intellectualisation c'est bien, mais au bout du compte, il faut quand même prendre des décisions et être proactif et aider nos patients. Alors j'ai retrouvé ce petit schéma qui est très intéressant, qui est issu de données statistiques. Donc il n'est pas un schéma neuroscientifique, ce sont des données statistiques qui expliquent comment les jeunes, les adolescents vont rencontrer et par quel levier ils vont progressivement aller vers l'expérimentation et puis le maintien de l'usage d'un certain nombre de substances psychoactives. Et on voit par exemple que, eh bien, alcool va entraîner cigarette, alors que le lien cigarette-alcool est moins évident. Donc vous voyez cette espèce de gradation. Ensuite, cannabis, quand il y a alcool-cigarette, ça avance pas mal, puisque effectivement, vous le savez, si j'ai déjà expérimenté une voie d'abord, que ce soit inhalé, que ce soit IV, etc., pour une substance psychoactive, eh bien alors je vais plus facilement réutiliser cette voie d'abord que j'aurais, je dirais entre guillemets, débroussaillée, pour m'injecter, respirer, manger, il n'y a qu'une voie d'abord, en tout cas pour absorber une substance psychoactive. Et donc vous savez effectivement, si je suis habitué à fumer du tabac, ça sera peut-être moins compliqué pour moi, la marche sera moins haute de me mettre à expérimenter le cannabis, alors que si je commence l'usage du cannabis en expérimentant le fait de le fumer, qui n'est pas le seul moyen, mais le fait de le fumer, si j'ai jamais fumé, ça va me faire quand même bizarre. Hein, ça va quand même me faire tousser, effectivement. Et si je me suis déjà injecté de la cocaïne, je vais aussi plus facilement franchir le cap de m'injecter de l'héroïne ou encore d'autres substances psychoactives. Voilà, donc vous voyez ce petit schéma pour montrer que, voilà, il n'y a pas qu'une façon de faire, niveau statistique, il y a différentes, je dirais, différents modes d'usage qui vont s'enchaîner les uns aux autres, hein, mais ce sont des données statistiques, donc c'est intéressant, ça vous voyez, il n'y a pas de jugement, c'est statistique, et après on va essayer peut-être de décrypter qu'est-ce qui se joue dans ce système-là. Alors, la modélisation, effectivement, l'effet de drogue passerelle, hein, ça désigne ce phénomène selon, effectivement, la consommation d'une substance, hein, vous avez compris, peut être un facteur de risque pour se mettre à expérimenter et à perpétuer l'usage d'autres substances psychoactives. Alors les hypothèses, bon, il y a des hypothèses classiques, je dirais, hein, qu'il y a effectivement altération neurobiologique qui vont augmenter la vulnérabilité à consommer autre chose. Globalement, ça va être effectivement l'embrasement un petit peu de ce système dopaminergique, ou alors ce qu'on appelle les common liability, hein, c'est vulnérabilité de base et puis responsabilité commune en fait pour développer d'autres addictions. Mais tout cela, cette approche neuroscientifique sur l'embrasement cérébral de notre circuit de la récompense, c'est quand même, on ne peut pas l'isoler totalement et on retombe sur l'approche biopsychosociale, substance, individu, environnement. Si j'ai pas accès au produit, ça sera, même si j'ai un craving au produit, ça sera pas facile de le consommer. Donc il y a quand même l'environnement social joue un rôle, même si j'ai un craving très puissant. Hein. Donc tout ça, voilà, c'est-à-dire, je dis souvent tout ce qui est excessif et insignifiant, donc c'est pas que neurobiologique, ce n'est pas que rencontre substance, individu, environnement, et tabac en l'occurrence et autres substances psychoactives, c'est un mélange de tout ça, et la question selon moi n'est pas de dire le mécanisme c'est ça, le mécanisme c'est ça, c'est systémique, c'est neurosciences, c'est environnemental, c'est sociologique, c'est expérimental, c'est l'adolescence, etc. La question n'est pas là, c'est une question de curseur en fait. Ce sont des phénomènes croisés qui sont mélangés et chez certaines personnes, certains leviers seront plus importants, chez d'autres leviers seront importants. Et voilà. Et au bout du compte, je dirais, il faut se priver de rien. Et tout ce qui peut permettre d'améliorer la santé des gens qui nous confient leurs difficultés, ça sera bien. Moi, je suis un pragmatique, hein, j'appartiens à aucune école. Je suis très branché thérapie cognitivo-comportementale, j'aime bien l'hypnose aussi, mais j'ai des patients, certains, je pense que ça ne servira à rien, il y a d'autres clés à activer, psychotraumatisme ou autre chose, des volontés de lâcher prise. Bon bref, vous voyez, il faut être vraiment, moi j'ai cette approche en tant que médecin, mais qu'on soit médecin, infirmier, éducateur, voilà. La question de fond c'est d'être pragmatique pour rendre service. Mon métier de médecin, au bout du compte, c'est de rendre service aux patients, sans faire de grandes théories philosophiques. Donc effectivement, les études qui parlent de ces phénomènes de co-occurrence, hein, gateway théorie qui datent pas d'aujourd'hui, mais eh bien souvent, alors je vais être un peu critique, elles sont souvent biaisées parce que il y a la question des séquences, on a vu, et puis souvent on mélange co-occurrence et causalité. Et ça c'est excessivement important et je vous invite à avoir un regard critique, une lecture très critique sur ceux qui disent ah ben tiens ceux qui fument ils ont plus ça, ok.
ça peut être irritabilité partagée, ça peut être, mais peut-être qu'il n'y a aucun lien entre deux choses. Je pense par exemple aux écrans. Aujourd'hui, moi je m'intéresse beaucoup à la surexposition aux écrans. Bon, il y a beaucoup de gens passionnés qui disent c'est la saloperie, et puis d'autres, non, c'est l'air du temps. La vérité elle est entre les deux, mais en fait sur le plan neurologique, pour les ados par exemple, le seul dommage d'identifier, c'est le temps volé. C'est-à-dire que le temps que je passe sur les écrans, c'est du temps que je ne passe pas à faire d'autres choses qui sont nécessaires à mon développement en tant qu'adolescent, jeune adulte. Mais sinon, c'est pas un problème. Mes secrétaires qui passent 8 heures par jour sur l'écran, elles sont pas malades. Voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention à pas se faire dire la messe en latin. Il faut vraiment s'autoriser au regard critique et même dans la littérature, vraiment, je vous invite à être très prudent. Si vous aimez aller, il y a un gars qui s'appelle Franck Ramus, qui est un chercheur. Il a un petit blog, c'est Ramus Ménage. Je vous invite à lire ce qu'il écrit sur beaucoup de choses, sur la science et sur le fait de faut pas dire des bêtises et il faut faire attention aux causalités et à la co-occurrence. C'est deux choses complètement différentes. Il faut être très très humble sur l'attribution causale. Parfois, vous voyez, des fois j'entends des choses, ça relève presque de la psychothérapie du comptoir. C'est parce qu'il était traumatisé qu'il a... C'est faux. Vous voyez, il faut être très... Il était traumatisé et en plus aujourd'hui il développe ça. Bon, peut-être que ça a joué, mais c'est pas parce que en médecine il faut être très 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 humble. C'est très important. Ça intervient sur un terrain génétique, biologique. Il y a la métacognition, il y a l'épigénétique. La génétique va changer sous l'influence de l'environnement. Ça, on le sait maintenant depuis 15-20 ans. On dit aujourd'hui que 15% de notre génome va s'exprimer d'une façon ou d'une autre sous l'influence de l'environnement. Un message d'espoir. Rien n'est gravé dans le marbre. Ça, c'est pas mal. Un message aussi de quand ça se passe mal, ça s'aggrave. Voilà. Donc vous voyez, tout ça pour dire le lien entre tabac et autres substances, il faut être très très humble. Bien évidemment, le fait d'avoir débroussaillé une voie d'abord va faciliter le fait d'expérimenter une nouvelle, surtout quand on est adolescent, quand ça peut participer au groupe social, etc. Mais l'approche n'est pas que sociologique, vous voyez, il faut vraiment être humble et faire attention avec ce qu'on dit. Alors donc, sur le plan neuroscientifique, on a ces hyperactivations répétées du circuit de la récompense avec cet embrasement. Si vous voulez, c'est pareil, c'est de l'attention volée. Le fait que je pense que j'ai ce craving qui fait que tiens, je me dis t'en fumerais une, ça serait sympa, etc. Pendant ce temps-là, pendant que ça vient s'imposer, pendant que ces pensées vont s'imposer à moi, je tourne en boucle sur mon circuit de la récompense et je n'active pas mon préfrontal modérateur qui va dire la balance go ou don't go. Je n'active pas mon système inhibiteur et donc je me fais piéger parce que j'ai rempli mon cerveau avec la préoccupation d'eux. Et vous le savez, dans le sevrage tabagique, l'intérêt aussi, dans les addictions au sens large, c'est de proposer à nos usagers d'expérimenter l'activation du circuit de la récompense par d'autres comportements qui ne sont pas associés à des conséquences dommageables. Alors effectivement, ça peut être par exemple aller courir, etc. Mais on peut devenir, vous savez, les triathlètes, etc., les marathoniens, on peut dire aussi qu'il y a des conséquences dommageables qui sont, au bout du compte, le sport, on peut avoir une addiction, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, il y a moins de dommages, ils sont différents, ils sont moins immédiats, etc. Vous voyez, donc il faut rester toujours très très prudent sur ça. Mais ça fait partie des stratégies, voilà. Et puis bien sûr, avec le tabac, il y a ce qu'on appelle la tolérance. Vous savez, la tolérance, c'est le fait de devoir augmenter la dose pour obtenir un effet identique, c'est-à-dire mon organisme se met à tolérer l'effet psychologique de la substance, et donc il m'en faut un peu plus pour que ça fonctionne. Donc la tolérance, effectivement, avec libération, si je commence jeune à consommer, je vais peut-être suractiver mon système, et ensuite, quand je serai adulte, pour obtenir le même niveau d'activation et d'excitation, de plaisir de mon circuit de la récompense, comme il aura été déjà un peu présensibilisé, il faudra des doses plus importantes pour l'activer. Et donc d'où éventuellement certains disent que c'est là aussi un passage qui permettrait, qui serait, je dirais, en partie responsable d'augmenter le craving et d'augmenter et d'amener à l'envie d'utiliser des substances psychoactives plus puissantes qui ont un effet plus fort. Vous le savez, je pense par exemple à la cocaïne. Voilà. Par exemple la cocaïne, vous savez, qui va, elle, inhiber la dégradation de la dopamine dans la fente synaptique. Donc, en fait, elle, contrairement aux médicaments, elle va aggraver l'embrasement du circuit de la récompense, mais sur le coup, il y aura cette décharge dopaminergique plus forte parce que elle sera sécrétée dans la fente synaptique, mais elle ne sera pas réabsorbée. Donc elle va rester beaucoup plus longtemps en place, vous le comprenez, alors que par exemple pour l'héroïne, ça sera différent. Pour l'héroïne, ça va stimuler sa sécrétion. Vous voyez, c'est comme une baignoire qu'on remplit ou qu'on vide, ça dépend si on ouvre le robinet plus fort ou si on ferme le siphon plus ou moins vite. Voilà. Mais en tout cas, au bout du compte, le niveau monte. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la partie sur les passerelles. Et puis alors moi, voilà, un thème qui me tient à cœur, et là j'aurais presque une approche plus sociologique, quid des micro-récompenses. Moi, comme vous, j'ai un smartphone, des fois je reçois des SMS, des machins, je suis content, je suis excité. Ah putain, un copain il me dit un truc sympa, il m'envoie une blague sur WhatsApp, vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, c'est vachement sympa.
c'est vachement sympa, et au bout du compte, tac, petite activation durée de la récompense, tac, tac, des petites choses comme ça. Et même, alors, je dirais, sociologiquement, autrefois, alors je parle presque comme un vieux, j'ai 53 ans, hein, je parle presque comme un vieux, mais vous écoutiez un sketch de Fernand Reynaud, il y avait toute une histoire, et puis à la fin, une chute. Aujourd'hui, on fait des stand-up. Si toutes les 10-15 secondes n'est pas une vanne, on zappe. C'est sociologique. On n'accepte plus d'attendre. Alors, je ne critique pas et je ne valorise pas. C'est comme ça. On n'accepte plus d'attendre l'aboutissement pour arriver à la chute, et donc de se dire, tiens, je vais écouter un sketch, je vais rigoler dans 4 minutes. Hein, on dit, je vais écouter le sketch là, comme en plus je peux zapper tout ce que je veux partout à la radio, je vais mettre, j'ai pas d'action, mais une radio où il y a des sketchs par exemple, et puis tiens, ça va me détendre, et puis je sais que là, j'ai 5 minutes de route, je vais avoir 15 vannes en 5 minutes, c'est cool, c'est vraiment tac, 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 et c'est un peu masturbatoire, c'est pareil, mon durée de la récompense, il va s'activer, que des vannes, et les sketchs d'aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui vous écoutez les comiques, c'est le stand-up, hein, ce qu'ils appellent le stand-up, c'est une vanne toutes les 10-15 secondes. Et donc on n'accepte plus d'attendre pour arriver à quelque chose qui soit intellectuellement agréable et puis qui puisse m'accorder du plaisir. Une autre hypothèse aussi, c'est sur la junk food. Alors là, c'est pareil. La junk food, vous savez qu'il y a plus de sucre dans la junk food, et donc certains auteurs disent que même le fait qu'il y ait des décharges répétées d'insuline et puis d'activation avec le sucre, on sait que le craving au sucre est très fort, hein, mais c'est normal parce que ça aide aussi à vivre si on a une polysémie. Eh bien, donc attention au sucre, index glycémique élevé, et bon voilà, bref. Mais effectivement, eh bien peut-être que la junk food, de par son côté sucré et le fait qu'on mange à des horaires qui sont plus les horaires du repas, souvent, et qui sont déstructurés, et que globalement, j'ai envie, j'arrive, je mange. Mais moi, je vois même chez moi mes enfants, on rentre de l'école, je les ramène à la maison après vers 7h, 7h30 du soir, ils arrivent, ils ouvrent le frigo. C'est pas l'heure où on mange. Ma femme rentre plus tard. Mais ils arrivent et ils prennent un petit encas avant qu'on fasse le repas familial. Je l'accepte en plus. Mais vous voyez, alors que socialement, historiquement autrefois, il y a le temps du repas, on acceptait d'attendre le moment, hop, et où on se réunit pour manger ensemble, mais on grignotait pas avant. Voilà. Pour le moment, on faisait tout seul la cuisine, c'était autre chose, c'est notre époque. Hein. C'est peut-être quand même mieux maintenant sur d'autres éléments, en 2021. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? On a cette difficulté à accepter d'attendre que les choses arrivent à nous. Et ça, c'est un peu un air du temps aussi. Alors, notification, c'est pareil. J'en parlais tout à l'heure, le smartphone, c'est terrible, les SMS, etc. Donc moi je vous invite, moi je m'intéresse beaucoup aux écrans, je vous invite sur votre smartphone, à désactiver tout ce qui est notification, sauf peut-être quand même, si les SMS c'est important pour vous, si pour le travail des fois ma secrétaire me fait un SMS, c'est important, bon, voilà. Hein. Mais tout le reste, moi je vous invite, que ce soit, alors j'aime pas dire les noms, mais vous voyez, les réseaux sociaux, etc., que ce soit pro, que ce soit personnel, familial, etc., je vous invite tous à les désactiver, et puis le soir, quand vous l'avez décidé, vous dites, tiens, je vais me détendre et je vais regarder si des copains, des copines m'ont envoyé des petits messages sympas, etc., etc., etc. Parce que, eh bien, c'est du temps volé. Chaque fois que je suis en train de faire une action, que j'ai une petite vibration ou un petit hop, tac, je vais regarder. C'est du temps volé. Ça me vole mon temps, et donc je dois rester en partie maître de mon temps. Les SMS, ça peut être important, mais les autres choses, moi je vous invite à pas vous faire piéger et à dire j'y vais quand je veux, mais je veux pas être interrompu pendant une action par une notification d'un truc qui est pas urgent. Alors, c'est une blague, ça peut être sympa, hein, mais je veux pas être interrompu. Et ça, c'est important, vraiment, dans cette approche. Et on peut expliquer aux patients. Ça permet, en plus, de parler de l'addiction sans stigmatiser, sans trop polariser autour du tabac, vous savez, pour éviter d'activer les défenses psychologiques. Hein, on sait qu'en entretien motivationnel, le changement de point de mire, le fait de ne pas focaliser trop tôt sur l'objet, nous, on sait où on veut aller, c'est la technique de l'entonnoir, on sait où on veut aller, mais on va essayer de digresser, hein, et pour ensuite, progressivement, ramener vers où on veut aller. Et ça permet, voilà, d'aborder l'addiction, par exemple, de façon non stigmatisante, ça peut être très intéressant. Comme ceux qui vont jouer à Candy Crush, hein, pendant très longtemps, ça peut être sympa, ça détend dans le métro, mais peut-être que si, quand je rentre à la maison, je joue encore à Candy Crush, alors que faut que je fasse mes devoirs, etc., ou que faut que je fasse à manger pour la famille, etc., ça va me voler mon temps, et quelque part, est-ce que je suis dans l'expression de mes valeurs? Moi, je reviens souvent à ça, souvent en valeur, parce que c'est une vraie aide pour les patients, et c'est pérenne et ça cause. Alors, moi, je suis très branché thérapie ACT, ce qu'on appelle, c'est la troisième vague des TCC, vous savez, les thérapies cognitivo-comportementales. La troisième vague, c'est d'un côté mindfulness, hein, que tout le monde connaît, et de l'autre côté, la thérapie ACT, ça veut dire Acceptance and Commitment Therapy, c'est en français, hein, c'est thérapie d'acceptation et d'engagement. J'accepte des choses où j'ai pas de levier d'action, et je m'engage par contre des actions positives là où j'ai les leviers. Je vous invite, ça peut apporter un plus pour aider les patients à rechercher leurs valeurs et ensuite s'en servir de levier, d'ancrage, pour dire vos valeurs vont vous aider à trouver des stratégies alternatives que fumer une cigarette pour gérer vos émotions. Ça peut être un outil intéressant. Voilà. Alors voilà, évolution sociétale.
Alors c'est pareil, quid des micro-récompenses, on en a déjà parlé, l'effet zapping, etc. La société évolue, donc bon, c'est comme ça, et peut-être qu'effectivement ça peut être plus générateur de, si on rencontre le tabac, de se faire piéger par le fait d'activer son circuit de la récompense. Quelques statistiques. Alors voilà, les adolescents effectivement qui fument des cigarettes avant 15 ans sont plus susceptibles de passer aux drogues illégales, mais ça vous en doutiez un petit peu, là ça va dans le sens de la gateway théorie. 45% de ceux qui consomment du cannabis pour la première fois expérimenteront l'héroïne et la cocaïne plus tard dans la vie, ça c'est l'étude NESARC, c'est l'immense étude sur plus de 20 000 personnes qu'on ressort à toutes les sauces à chaque fois, mais une étude très intéressante. Et puis ceux qui ont bu dans leur enfance sont 6 fois plus actifs d'être des consommateurs réguliers de cocaïne. Hein, bon, il y a pas mal de... Je fais pas toute la littérature parce qu'elle est assez riche. J'ai juste trouvé une étude intéressante. Je reviens, pardon, hop, voilà. Hop là, petite étude intéressante. Oula, je suis allé vite. Je reviens. Voilà. Voilà, j'étais trop vite là. Excusez-moi. Voilà. C'était intéressant cette étude parce que c'était une étude des comorbidités additives dans une population de vétérans américains. Mais c'était des personnes qui avaient déjà un traitement pour des complications liées à l'usage excessif du tabac. Donc, ils étaient plus dans la période où j'ai le plaisir sans les dommages qui commencent à arriver, mais ils étaient déjà dans la période où les dommages sont là. Attention, c'est chaud déjà. Et pourtant, eh bien, ces patients-là étaient très comorbides, donc haute comorbidité addictive, hein, plus chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que les fumeurs allaient plus consommer d'alcool que ceux qui fumaient pas, plus de drogue que ceux qui fumaient pas, malgré le fait que pourtant ils sont déjà malades, ils ont déjà des problèmes d'altération de leur qualité de vie liés au fait qu'ils étaient fumeurs excessifs pendant très longtemps. Alors voilà, là on a parlé un peu de théorie, de s'interroger sur pourquoi, comment, mais au bout du compte, vous savez, il faut être proactif. Et nous-mêmes, soignants, et éducateurs et accompagnants au sens large, on a des freins, parfois on a des freins par rapport à nos patients. Alors, si on reprend, j'ai appris les travaux d'Olivier Cotensin, facteurs prédictifs de l'arrêt du tabac, vous les connaissez, hein, bon niveau socio-économique, ils ne consomment pas trop, ils ont commencé tard, l'intoxication est brève, voilà, long délai entre le réveil et la première cigarette du matin, forte motivation à l'arrêt. Bon, globalement, moi j'ai un service d'addicto, c'est l'inverse de la population que j'ai dans mon service d'addicto. C'est exactement l'inverse. Hein. Donc mes infirmiers disent bon bah c'est déjà il picole moins, parce qu'il fait que des conneries. Si déjà il picole moins, c'est bien. En fait c'est un leurre, parce que on se dit mais ils pourront pas faire un effort sur deux choses. Mais bien au contraire, et c'est pas forcément un effort, c'est une ouverture d'esprit. Et l'ouverture est le fait de se recentrer sur ses valeurs. Et donc effectivement, les infirmiers, vous savez, ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Comme ils pourront pas, de toute façon, on leur propose pas. Hein, voilà, et c'est assez terrible. Et c'est les freins des soignants, alors que les patients, ils disent, mais attendez, peut-être que moi, je peux faire un truc, hein, puisqu'au bout du compte, on va être ensemble pendant 4 semaines et qu'on va travailler pendant 4 semaines à la cure sur la motivation, sur l'usage, etc. Pourquoi j'en profiterai pas pour réduire le tabac, pour arrêter, pour entrer dans une démarche, etc. Et c'est terrible parce que souvent ce qui se passe c'est l'inverse. En centre de cure, nous en ce moment on est sur l'hôpital général là, on est dans un service qui est un peu petit, après on va bouger. Ils vont sur la terrasse, ils fument tous, et même certains qui vont arrêter de fumer, se remettent à fumer, ils rentrent pour arrêter de boire, le plus souvent, hein, ou parfois de prendre des produits, voilà. C'est terrible, on est générateur, comme en psychiatrie, moi ça fait 25 ans maintenant que je travaille en psychiatrie, vous arrivez dans un pavillon, vous êtes accueilli par un nuage de fumée, c'est terrible, et plein de patients qui rentrent pour dépression se remettent à fumer. Alors, sur le coup il y a l'anxiolyse, mais malheureusement, on en parle après, eh bien le fait qu'on arrête de fumer on est moins angoissé en fait, hein, mais ça vous le savez peut-être aussi bien que moi. Donc effectivement, les plus grosses résistances, c'est souvent les soignants plutôt que les patients, hein, et ils nous surprennent parfois de façon très agréable. Parfois aussi leur motivation flanche, mais voilà, ils nous surviennent parfois, voilà. Donc, voilà, ça on a vu. Alors ça, c'est moi j'aime bien cette petite diapo, c'est la gradation des comme si. C'est-à-dire que, voilà, en service d'addicto, pour aider nos patients qui rentrent, alors par exemple, je prends l'exemple de l'alcool, parce que dans notre service, c'est 70-80% pour l'alcool. Eh bien, pour les aider à franchir le pas également, d'établir une démarche pour tenter de cesser l'usage de la cigarette. Eh bien, on peut dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus proche du fait de fumer? La cigarette électronique. Alors on sait, il ne faut pas la promotionner, l'encourager, mais si les gens l'utilisent, on leur dit, ben, continuez, c'est mieux que de rien faire. Voilà, hein, on le sait, il ne faut pas la promouvoir, mais encourager les gens qui ont commencé à rentrer dans cette démarche. Voilà. Parce que, vous avez compris, sur le plan addictologique, au niveau substitution nicotinique, le plus propre, c'est le patch, parce qu'avec le patch, il n'y a pas de flash de libération, il y a sur toute la journée ce qu'on appelle le steady state, l'état d'équilibre, et donc mes récepteurs sont saturés, je ne souffre pas, et au bout du compte, je n'y pense pas
J'ai bien sûr des rappels indicés, si je lis un Lucky Luke, etc., ou tu le fumes sa clope, enfin après il s'est mis à prendre une... c'est la pression c'est la pression saine des anti-tabac, il s'est mis à, je crois, il a une petite fleur dans la bouche, je sais pas quoi. Mais dans la journée, si je suis ancien fumeur, j'aurais sans cesse des rappels indicés, c'est évident. Mais c'est pas le problème. Si mon seuil si je suis pas en manque en fait, si je suis correctement substitué en nicotine, eh bien je n'aurai pas en tout cas le craving lié au fait que je sois en manque de nicotine. Et ça c'est quand même très intéressant. Donc c'est le plus propre, mais vous le savez, on prend les gens où ils en sont. Et le lien thérapeutique c'est un fil de laine. Si je tire très fort dessus, il casse. Si je tire pas du tout, il sert à rien, faut pas me payer. Donc je dois sans cesse adapter, c'est un fil de laine, je dois accompagner et voir jusqu'où mes patients peuvent aller. Et je pars de leur connaissance, de ce qu'ils sont prêts à faire. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire de positif pour votre santé? Tac, des phrases sympas, des phrases de base, pas de psychologie de haut vol. Moi je suis très terre à terre avec les patients, mais parce que je suis comme ça. Voilà, donc j'y vais tranquillement. Donc cigarette électronique, gomme, patch, et puis rien après. Voilà, bon, voilà, on verra. On sait quand on commence, mais on sait pas quand on arrête. C'est pas le problème, vu que on arrête l'accumulation de dommages et qu'au bout de 15 ans, on rejoindra la courbe de cancer du poumon des non-fumeurs. Donc on sait que c'est intéressant quand même. Donc voilà, moi j'aime bien cette gradation parce que je dis pas, tiens, il faudrait faire comme ça, je dis, qu'est-ce que vous penseriez qui serait positif pour vous si vous souhaitiez là faire un travail pour arrêter de fumer? Selon vous, qu'est-ce qui va vous convenir le mieux? Puis ils me disent. Moi, le client, je répète une phrase de notre ami Jean-Pierre Deloued, le client est roi. Mais c'est vrai, ne fonctionnera que ce qui sera investi par le patient. Alors effectivement, je vais pas prescrire 50 Lexomil, je fais des conneries là, mais vous voyez ce que je veux dire, faut rester lucide. Mais je pars de ce que l'usager est prêt à faire. Voilà. Si je vais trop vite, je le perds en route. Donc c'est pas la peine. Si j'avance pas, je sers à rien. Donc c'est une gradation. Et ça, c'est la finesse des soignants, des accompagnants, parce que l'entretien motivationnel, c'est très très bien fait par les éducateurs, parfois mieux que nous d'ailleurs. Moi, ils m'ont appris beaucoup de choses, ces gens-là. Voilà. Ça c'est intéressant, et on voit et on cale ce qu'on dit par rapport à ce que l'on pense que notre patient est prêt à entendre, et c'est lui qui nous le dit. Et si on va trop vite, il va nous le dire. Donc effectivement, c'est sympa de fumer quand même, mais pourtant, quand on est stressé, mais le niveau de stress et de dépression effectivement sont plus bas après l'arrêt de la consommation de tabagique. 25 ans d'espérance de vie en moins chez les patients qui ont un trouble psychiatrique versus 10 ans, population générale. Les schizophrènes qui fument, c'est la majorité, ils perdent 25 ans d'espérance de vie. C'est terrible. Je fais une étude de Ocradoc aux États-Unis, c'est un interniste, c'était, je crois, dans les années 2010, je crois, Philippe, je crois que tu connais cet article, là, c'est dans les années 2010, je crois, les internistes, pour le diabète, chez les patients psychiatriques, ils disaient, bon, cool, on va dire entre 1,50 et voilà. Alors qu'on sait que le diabète, c'est dans les 10 premières années où tout se joue, où il faut être hyper strict, et après, c'est voilà. Donc voilà. Et puis, pareil, ils passaient moins souvent voir les patients qui avaient des troubles psychiatriques, etc. Parce qu'ils pensaient aussi qu'ils étaient moins capables. Pour le diabète, il y avait le présupposé des soignants, comme quoi les patients qui ont des troubles psychiatriques sont moins capables que les autres de faire attention à leur équilibre glycémique. C'est juste, voilà, c'est une espèce de procès d'intention terrible. Voilà. Donc Ocradoc avait beaucoup travaillé sur ça. C'est un interniste qui a du respect pour les malades. Je le dis parce que c'est important. Donc nos patients peuvent nous surprendre et de façon très positive. Le sommeil est moins bon, ça vous le savez, même le tabac, il y aura un côté un petit peu, alors peut-être avec le côté impulsif, comme catalyseur de passage à l'acte suicidaire, voilà. Mais les schizophrènes qui arrêtent de fumer, ils vont pas mal. Alors d'ailleurs, il faut adapter les posologies, vous savez, parce que certaines molécules, il faut modifier les posologies quand on arrête de fumer, parce que la disponibilité est différente. Et puis aussi une chose, voilà. On a cette notion parfois, moi je l'ai même vécu et je l'ai fait quand j'étais jeune médecin. Un patient très tendu, on fume une cigarette avec lui pour poser, je partage avec toi, mais c'est compliqué, on est soignant, voilà, c'est compliqué. Il faut être dans l'empathie et pas dans la sympathie, et ça c'est important. Moi je l'ai fait, je le dis parce que je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Fumer une clope, et même mes maîtres, certains maîtres me disaient, mais Patrick, tu peux fumer une clope avec monsieur Machin étendu, va causer un peu avec lui, ça va lui faire du bien. Puis t'es jeune médecin, t'apprends, voilà. Je l'ai fait, je l'ai vécu, je le dis, j'ai été un peu maltraitant moi aussi malgré moi. Mais c'était la norme sociale. C'est comme ça. Et effectivement, mais en fait, la quête de tabac par les patients en psychiatrie, c'est terrible. J'ai une patiente qui faisait des fellations à un pervers, un patient pervers, un autre patient pervers pour des cigarettes, et encore pour des bouts de mégots. Elle faisait des fellations. Vous voyez, on voit jusqu'où le craving peut amener, c'est terrible. Cette quête de tabac par les patients, c'est humiliant. C'est une vérité, c'est humiliant. C'est une grande question en psychiatrie dans les pavillons fermés. Parce que le tabac c'est un enjeu terrible. Est-ce que ceux qui sont pas dans une démarche d'arrêt, on leur donne le paquet le matin, un pavillon fermé, ils sortent pas, et puis ils se débrouillent, ils se font taxer par les gros psychopathes, et puis comme ça, voilà. Est-ce qu'on donne toutes les heures une cigarette, toutes les heures et demie? Dans ce cas-là, l'infirmier, il est dealer,
Et la relation, c'est plutôt je suis dealer, et puis certains, ça va être, certains pas gentils, ça va être si tu fais con, je te répète ta cigarette, c'est terrible, il n'y a rien de pire. Mais vous voyez, ça réduit l'infirmier à être, entre guillemets, fournisseur, et du coup, il perd sa notion de blouse blanche, de soignant. Moi, ça me choque quand quelqu'un en blouse blanche fume devant l'hôpital. Ça me choque. Hein, je suis pas une verger farouché, hein, mais ça me choque. Hein, donc voilà, il faut rester soignant. Donc c'est compliqué le tabac dans les pavillons fermés. On oublie souvent de proposer les patchs, les gommes, etc., etc. Heureusement, les Elsa, hein, chez nous à La Rochelle, je leur rends hommage, elles sont remarquables. Laurence Vasse, Sophie de Vauchel, mes collègues de l'Elsa, là, Aurélie de Becker, qui est sage-femme à Dicto, qui est sur l'Elsa, elles font un travail juste remarquable, hein, mes collègues. Et elles commencent, et je le sens, je le perçois, elles commencent progressivement à amener les équipes à changer un petit peu leur représentation. Et c'est la seconde mission de l'ELSA. Hein, c'est le soin auprès des usagers, la sensibilisation aux soins, mais aussi auprès des soignants. Hein, et peut-être autant de boulot à faire, peut-être même plus si ça se trouve. Hein, donc avec les référents tabac par les pavillons, dans les pavillons, etc. Ça c'est quelque chose de très intéressant et pour faire évoluer les cultures. Je pense que c'est en train d'évoluer quand même. Voilà, donc effectivement ce côté humiliant, je parlais de chercher le tabac pour les patients, c'est quand même très compliqué parfois. C'est un vrai enjeu. Et du coup, en fait, l'efficacité du sevrage, elle est liée d'abord à la croyance partagée. Moi, soignant, je pense que je peux t'aider, toi qui viens me dire que tu es en difficulté avec le tabac, je pense que je peux t'aider à réduire ton usage et même à l'arrêter. Et donc, j'y crois. L'alliance thérapeutique, on en a parlé, c'est le fait de définir un objectif commun. D'ailleurs, c'est le patient qui le définit et je m'accorde avec lui. Hein, sans trop le dire, parce que voilà, mais quand même, parce que l'adduction aussi ça existe. Et puis l'expérience du thérapeute, voilà, voir jusqu'où on peut aller. Moi j'adore ce jeu, c'est un vrai jeu relationnel. Jusqu'où je peux pousser mes billes. Je sens que je suis un peu loin, il se bloque, je recule un petit peu. J'adore ce jeu. C'est mon plaisir de consulter en addicto ce jeu sur jusqu'où je peux amener les patients à infléchir leur position. Je sens des fois qu'il se passe un truc dans leur tête, et des fois je sens que ça bloque aussi. Et peut-être en fin de journée, je suis moins bon qu'en début de journée, comme tout le monde, sur l'approche motivationnelle, parce qu'il faut aussi ne pas générer le comportement inverse, hein, de sursaut narcissique où ils vont faire l'inverse de ce qu'on souhaite les amener à faire pour leur santé. Voilà. Donc en tout cas, la confiance affichée du thérapeute, hein, c'est subjectif, c'est positif, et ça rassure le patient polyaddict. Les patients ont des présupposés. Moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune médecin. C'était, je disais un truc, ouais, mais je veux parler au docteur senior. Et puis après, quand j'étais docteur senior, j'ai dit, ouais, mais je veux parler au chef de service. Bon, alors maintenant, je suis chef de service, c'est tous les trucs merdiques me reviennent, mais c'est mon travail. Il peut pas avoir les épaulettes, c'est la mission qui va avec. Hein. Mais c'est intéressant. Le présupposé, ça y fait. Et donc, servons-nous du présupposé positif de nos fonctions de soignants ou d'éducateurs ou d'accompagnants en santé. Servons-nous de ça pour avoir une éducation positive sur nos patients, pour les aider dans leur sevrage tabagique. Au total, qu'est-ce que je dirais? Ne pas manquer d'ambition. Je pense que les principaux freins sont les nôtres. Donc il ne faut pas manquer d'ambition, vraiment. Alors je vais citer Nelson Mandela, j'aime bien les citations, hein, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Hein, et j'aime bien cette phrase. Et puis, c'est vrai quand même que les soignants, quand même, ça évolue progressivement. Et vous savez, moi, j'aime bien, et c'est ce que recommande d'ailleurs l'APA, l'American Psychiatric Association, c'est le traitement intégré. C'est-à-dire que quand il y a deux addictions, on peut dire tiens, on en traite une, un traitement séquentiel, et après on traite l'autre. Ça peut être un médecin traite un truc, le trouble psychiatrique, par exemple le trouble bipolaire, et l'autre, addictologue, traite l'autre truc, le trouble addicto. Le mieux, ce qui est recommandé, c'est ce qu'on appelle le traitement intégré, c'est-à-dire c'est la même personne qui a deux casquettes, hein, une de chaque côté, deux casquettes, et il va traiter le trouble psychiatrique ou l'addiction numéro 1, numéro 2, numéro 3, les différentes addictions. Hein, et ça s'appelle traitement intégré, et c'est ce qui est recommandé globalement, c'est ce qui a prouvé le plus d'efficacité. Il ne faut pas avoir honte de faire plusieurs choses à la fois. Et puis, une chose importante, je dirais, voilà, il y a des évolutions sociétales, mais également aussi de l'information des soignants. Et ça, c'est quelque chose, voilà. Moi, je vous ai marqué, il est impossible de dire que c'est impossible. Et je vais vous donner un petit exemple que m'a donné, il y a plusieurs années, ça m'a marqué, je le ressors souvent. C'est le professeur Jaffari, hein, notre professeur de psychiatrie de Poitiers. Et il me dit, Patrick, pour les grands changements, il faut penser à 3 mots. Il me dit, le premier mot, c'est impossible. C'est inenvisageable. C'est impossible, c'est inenvisageable. Le second mot, c'est dangereux. C'est très 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 dangereux. Le troisième mot, c'est juste une évidence et le retour en arrière serait inconcevable. Alors, je prends un exemple. Le droit de vote pour les femmes après-guerre. C'est inenvisageable. Attention, les femmes vont voter? C'est dangereux. Aujourd'hui, je veux dire, 2021, quoi. C'est pas une question. Et la parité, moi, je la souhaite spontanée et non pas imposée, c'est un autre débat, mais la parité fait pas débat. Hein, voilà. D'autres exemples, fumer dans les lieux publics, au restaurant par exemple, hein, en discothèque. Avant que ça arrive, c'est inenvisageable.
en boîte on fume quoi. Je dis, merde, les cardiologues, moi je me souviens quand j'étais gamin, les cardiologues fumaient en consulte, 120 kilos fumaient en consulte, les cardiologues. Voilà, ça choquait personne. Ça choquait personne. Sociétalement, c'était voilà. Bon. Après, plus fumer au restaurant et dans les bars. Mais ils vont tous fermer, c'est la catastrophe. Ils seront tous devant, et puis ils vont fermer les bars, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, on fume plus dans les publics. Personne ne remet ça en cause. C'est juste du bon sens, vous voyez, c'est voilà. Donc, comme quoi, les sociétés peuvent évoluer, pour le tabac, etc. Vous voyez, si on prend des exemples, et voilà. Je répète souvent ce que m'a dit donc professeur Jaffari, parce que chez moi, ça m'a causé. Je vous le livre, voilà, comme ça m'a causé. Peut-être que vous, ça vous causera aussi. Voilà. C'était mon mot de conclusion, et je vous remercie pour votre attention. Et maintenant,